Bloquer Paris, manifester en région, les Gilets jaunes entendent faire de leur 17e mobilisation un acte décisif contre l'exécutif. À quelques jours de la fin du grand débat et face aux provocations présidentielles, le mouvement spontané semble être parvenu à un moment clé de son existence. L'Union européenne a toujours la cote, alors que le nombre de naturalisations a enregistré une légère baisse en 2017. L'UE reste plébiscitée par des centaines de milliers d'extra-européens, dont beaucoup trouvent refuge en France. L'entreprise chinoise de télécommunications et d'informatique Huawei porte plainte contre les États-Unis. En cause, des mesures vexatoires prises par l'oncle Sam à son encontre. Un nouvel épisode de tension qui illustre la guerre économique que se livrent Chinois et Américains. Madame, Monsieur, bonsoir. Gilets jaunes, acte décisif ou chant du cygne. L'acte 17 des mobilisations se veut un acte majeur à l'aube de la fin du grand débat du président Macron. Entre blocage de la capitale et manifestations dans de nombreuses villes, le programme pourrait une fois de plus être rude pour l'exécutif. Un épisode 17 des Gilets jaunes que certains voudraient rendre décisif. À l'approche de la fin du grand débat d'Emmanuel Macron, les mobilisations vont se poursuivre pour le 17e samedi de suite dans tout le pays. Les différentes pages Facebook des groupes étiquetés Gilets jaunes proposent ainsi des rassemblements d'ampleur samedi. Mais pas seulement, plusieurs groupes proposent aussi des manifestations le dimanche. À Paris, vitrine du mouvement malgré lui, du fait de la loupe médiatique, l'objectif de bloquer la capitale revient sur plusieurs pages. Des pages qui demeurent la source d'information la plus fiable pour envisager la nature et l'ampleur des mobilisations. Ainsi, une page du réseau social Facebook propose un rassemblement parisien sur le Champ de Mars près de la Tour Eiffel qui démarrerait vendredi soir et se poursuivrait jusqu'à lundi matin. Les principales figures du mouvement envisagent aussi de se mobiliser à Paris et ce jusqu'à la fin de la semaine pour marquer le coup avec la clôture du grand débat voulu par le président Macron. Une fin de débat qui coïncidera avec les 4 mois d'existence du mouvement. Parmi ces meneurs, on retrouve Priscilla Ludowski et Éric Drouet notamment. Ceux-ci espèrent faire connaître un second souffle au mouvement qui aurait, selon les chiffres officiels, connu une diminution de ses troupes lors de l'acte 16. La ville de Bordeaux devrait une nouvelle fois connaître une mobilisation d'ampleur. Les organisateurs visent d'ailleurs le chiffre audacieux de 20 000 participants. Et comme toujours, les villes de Marseille, Lyon, Nantes ou encore Rennes et Lille seront aussi des lieux de contestation. Difficile, comme à chaque fois, de savoir l'ampleur que prendra cette nouvelle mobilisation, le caractère spontané et informel du mouvement rendant les pronostics d'affluence très délicats. En revanche, les déclarations présidentielles en forme de provocation pourrait contribuer à redynamiser des éléments découragés. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ne parlez pas de répression policière. Non content d'organiser un grand débat dont la majorité des Français se contrefichent, le président de la République entend à présent délimiter le vocabulaire que peuvent utiliser les participants à ce débat. Grand prince, le président n'a pas hésité à affirmer qu'à chaque fois que quelqu'un a eu à reprocher des violences, il a pu porter plainte. Trop aimable. Ce genre de déclaration pourrait en tout cas profiter à un regain de mobilisation. Et même en cas de réussite mitigée pour cet acte 17, les Gilets jaunes pourront toujours compter sur des rassemblements d'ampleur pour les 4 mois du mouvement la semaine prochaine et surtout la fin du grand débat du président qui n'aura à coup sûr ravi personne. Europe, terre d'accueil. En 2017, quelques 825 000 personnes ont acquis la nationalité d'un pays appartenant à l'UE. Sans surprise, la France a été plébiscitée par les pays du Maghreb. Thibaut Bastide. Près d'1 million de nouveaux citoyens européens. En pleine crise migratoire, l'Union européenne a de nouveau été la terre d'accueil de centaines de milliers d'étrangers en 2017. Selon des données publiées mercredi par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, ce sont quelques 825 000 individus qui ont été naturalisés dans l'un des pays de l'UE. Un résultat en légère baisse par rapport à 2015 et 2016. 995 000 individus étaient ainsi devenus européens ou avaient acquis une deuxième nationalité européenne. Dans le détail, c'est en Croatie que la chute des octrois de nationalité est la plus forte, moins 83% par rapport à 2016, suivi de l'Espagne, du Danemark et de l'Estonie qui ont naturalisé moitié moins que l'année précédente. À l'inverse, la Roumanie, le Luxembourg, la Slovaquie, Malte et la Finlande ont davantage accordé leur nationalité. Des données à relativiser puisqu'un pays comme la Slovaquie partait de très loin et accueille numériquement de très faibles quantités de nouveaux
nouveaux arrivants. Parmi les 825 000 personnes naturalisées en 2017, seulement 17% avaient déjà la nationalité d'un pays de l'Union européenne, un pourcentage auquel il faut également ajouter les naturalisés originaires du continent européen, mais ne faisant pas partie de l'UE, à savoir l'Albanie essentiellement, seul État à majorité musulmane du vieux continent. Vous l'aurez compris, la très grande majorité des naturalisés provient des pays extra-européens. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve le Maroc. Quelques 67 900 Marocains ont obtenu la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. 33,4% des Marocains naturalisés ont ainsi obtenu la citoyenneté italienne, alors que 25,2% sont devenus espagnols et 24,6% des citoyens français. D'ailleurs, la France a une nouvelle fois prouvé sa capacité d'absorption migratoire, puisqu'elle figure en 11e place des taux de naturalisation. Sans grande surprise, elle a été choisie plus volontiers par les Algériens. 80,8% des Algériens devenus citoyens européens l'ont été via la nationalité française, suivis par les Tunisiens, les Sénégalais et les Marocains. Une tendance qui s'inscrit dans le temps et qui s'explique par l'histoire commune avec ces pays, l'attractivité de la France et le laisser-faire des autorités gouvernementales. Une tendance qui se traduit désormais dans les prénoms donnés aux nouveau-nés en France. Des données émanant du directeur du département opinion à l'IFOP, Jérôme Fourquet. En France, 18% des nouveau-nés garçons de 2016 ont un prénom à consonance arabo-musulmane, alors que le pourcentage ne s'élevait qu'à 1% dans les années 1960. La guerre économique se poursuit entre Washington et Pékin. Dernier épisode en date, une plainte déposée par le géant de la télécommunication et de l'informatique Huawei contre l'État américain. Pas de répit dans le conflit économique opposant les États-Unis et la Chine, alors que Donald Trump nous a habitués à des sorties musclées contre son partenaire et ennemi asiatique et que Pékin n'entend pas lâcher du terrain à l'oncle Sam, c'est au tour d'Huawei de porter plainte contre l'État américain. Ce géant chinois de la télécommunication et de l'informatique a annoncé jeudi avoir déposé une plainte contre le gouvernement américain à Plano, au Texas, pour avoir interdit aux administrations américaines et aux entreprises travaillant pour lui d'acheter des équipements et de recourir aux services de la marque. Cette interdiction est justifiée par Washington au titre de la sécurité nationale. La marque chinoise, elle, considère inconstitutionnel et sans fondement l'article de loi la plaçant sur une liste noire. Elle s'attaque en outre aux propos tenus par l'administration américaine qui entacheraient sa réputation. Un conflit qui s'inscrit dans des querelles multiples entre Huawei et l'Amérique du Nord. En effet, le directeur financier et fille du fondateur de l'entreprise Meng Wanzhou a comparu quelques heures avant l'annonce du dépôt de plainte devant un tribunal à Vancouver, au Canada. Celle-ci est poursuivie par le ministère de la Justice américaine qui demande son extradition pour qu'elle soit jugée en terre états-unienne. Elle est accusée par l'administration américaine d'avoir notamment violé les sanctions contre l'Iran. Plus généralement, le conflit Huawei-Washington repose sur des suspicions d'espionnage de la part des Chinois. Les liens endogamiques entre privé et État dans l'empire du milieu ont en effet de quoi inquiéter, des inquiétudes partagées d'ailleurs par d'autres pays comme l'Australie et de nombreux États européens, Huawei étant le premier fournisseur mondial de matériel télécom. L'opposition sino-américaine, elle, suit son cours, résultat logique d'une guerre économique larvée dans laquelle le mythe du marché libre mondial est mis à mal, les grandes entreprises chinoises mais aussi états-uniennes étant naturellement proches des structures étatiques. Pour la Chine, l'enjeu revient à montrer au monde qu'elle peut tenir face aux intimidations de la première puissance mondiale. Pour Washington, l'intérêt résidera dans sa capacité à garder toutes les cartes en main et éviter un développement trop important de Pékin, une volonté de freiner les velléités de puissance chinoise dans laquelle s'inscrit le choix du Vietnam pour la rencontre entre Donald Trump et son homologue coréen Kim Jong-un, une manière de renforcer une présence peu étoffée en Asie du Sud-Est. Une chose est sûre, les affaires comme le cas Huawei devraient se multiplier au gré du développement et de l'expansion chinoise. L'actualité en bref avec le terrible Thibaut Bastide. 2 condamnations en 3 jours. Dans la nuit de lundi à mardi, un individu a été interpellé durant les épisodes de violence urbaine dans le quartier du Mistral à Grenoble. Déjà condamné à 8 reprises, l'individu a fait l'objet d'une comparution immédiate et s'est vu infliger une peine de 8 mois de prison ferme. Cerise sur le gâteau, il avait déjà été condamné à 1 an de prison quelques heures avant cette interpellation pour une affaire de violence avec arme. Une condamnation qui n'a visiblement pas calmé l'habitué des tribunaux.
Un nouveau maire à la tête de Bordeaux. Après le départ surprise d'Alain Juppé pour rejoindre le Conseil constitutionnel, Nicolas Florian a été élu haut la main. Et pour cause, il était l'unique candidat à cette succession. Les socialistes et les écologistes n'ont pas pris part au vote. Nicolas Florian, proche de Valérie Pécresse, a remercié son prédécesseur et entend s'inscrire dans la durée à la mairie bordelaise. Alain Juppé, je le remercie d'abord à titre personnel pour l'attention amicale qu'il m'a toujours témoignée depuis tant d'années. Il m'a fait grandir à ses côtés et notre amitié s'en est trouvée renforcée. Et puis plus que tout, il est mon ami, je suis son ami et c'est ça qui compte. Alain Juppé, c'est un parent politique et c'est aussi un modèle pour moi dans la pratique de la chose publique. Pôle emploi ne déçoit pas. Pendant 4 ans, une salariée, avec la complicité d'un collègue, s'est versée des indemnités chômage alors qu'elle était employée dans une agence du Var. Poursuivie pour escroquerie par personne chargée d'une mission de service public, abus de confiance, faux et usage de faux, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et devra rembourser près de 122 000 € à Pôle emploi, ainsi que 29 000 € solidairement avec son collègue. Un prix Simone Veil du nom de l'ancien ministre pour la Journée internationale des droits de la femme. Il a été décerné ce vendredi à la Camerounaise Aïssa Doumara Ngatansu pour récompenser son engagement contre les mariages forcés. Devant l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa avait précisé que ce prix avait été créé pour récompenser des actions partout dans le monde en faveur des droits des femmes. Ce prix serait également accompagné d'une somme de 100 000 €. Petit cadeau du contribuable pour une opération communication signée État français. Nouveau tour de piste pour le salon automobile de Genève. La 89e édition s'est ouverte jeudi avec son lot de voitures de luxe plus extravagantes les unes que les autres. On y trouve des voitures décorées avec des perles et de l'or ou encore des voitures entièrement tapissées de cuir vert. Ce salon marque aussi l'entrée sur le marché européen du groupe russe Aurus, le fabricant de la voiture de Vladimir Poutine. Une berline de luxe dont le prix de base serait d'environ 130 000 €, mais aussi d'autres bolides pour le moins hors normes et coûteux. Serial production just very soon, and it's really a renaissance of the premium class in Russia. He regularly gives his remarks. We noted down, made some amendments, but it's really he's really proud of our Aurus. Inspiration really for the brand is to deliver a new style of vehicle, a style or comfort and luxury coming from Russia. Une bonne nouvelle pour la faune mondiale. Plus de 70 bébés dragons de Komodo sont nés aux eaux de Surabaya, en Indonésie, entre janvier et février. Menacé de disparition, le dragon de Komodo est la plus grande espèce vivante de lézards au monde. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Selon les différentes études, il ne resterait qu'entre 3000 et 5000 spécimens dans le monde. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, Macron nie les violences policières. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté. Quand je dis que le RIC aujourd'hui, ce n'est pas forcément une démarche très réaliste, ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver au point où on a un peuple qui est vraiment capable de prendre en main son destin, il faut du temps, il faut une longue démopédie. Les Suisses, par exemple, sont dans une certaine mesure capables de le faire, mais les Suisses, ça fait des générations qui font fonctionner un système comme ça. Bon, or en France, on va avoir des problèmes à régler à court et moyen terme. Il faut bien commencer. Oui, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. On fera le débat après, Francis. Non, mais Prendre l'avance. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai dit que c'est pas ça qui allait permettre, à mon humble avis, peut-être je serais très content de me tromper, hein, mais que c'est pas ça, à mon humble avis, qui allait permettre réellement d'enclencher la démarche dont on va avoir besoin dans les, à mon avis, 5 à 10 ans qui viennent, parce que je crois que la population française n'est pas mûre pour prendre en main son destin, en fait, aujourd'hui. Et samedi, découvrez un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit le criminologue Xavier Hofer. Ensemble, il dresse un bilan catastrophique de la situation sécuritaire en France après les émeutes de Grenoble et l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe. On a une justice de clodo, quoi.
Il y a le bazar à l'intérieur des prisons. On y fait rentrer ce qu'on veut comme arme ou comme explosif. Des émeutes dans ces quartiers-là, il y en a eu tout autant pour le mondial de football où personne n'était mort et pour Halloween où personne non plus n'avait été assassiné. Les quartiers en question font des émeutes pour desserrer le carcan policier et pour être tranquilles. À terme, la sécurité ne sera plus assurée dans ce pays, au point où des gens de la base feront dans le domaine de la sécurité ce qu'ils ont fait il y a quelques mois de ça, dans le domaine des taxes sur l'essence, des impôts, de on peut plus vivre, etc. Et naturellement, s'ils apportent sur la sécurité avec en cause des individus dont tout le monde sait qu'à 80% ils ne sont pas français d'origine, ça risque de prendre une connotation brutale. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à, je cite, l'hérésie du XXe siècle. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Locner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. C'est curieux, pour une fois, j'ai une anecdote animalière en pleine banlieue parisienne, et non à la campagne. Elle m'est venue d'une rencontre que j'ai faite dans ce coin au sud de Paris, où je passe en ce moment la moitié du temps. Un matin, que je promenais mon chien, je croise un monsieur à peu près de mon âge qui me reconnaît, qui m'aborde, un peu timidement au début, qui me demande si c'est moi qui fais Campagnol. Il me dit « Ah, c'est vraiment la Providence qui vous amène, j'ai des choses à vous dire », et il me parle des crottes de son chien. Oui, son chien faisait 4 ou 5 kilos à peine, et le type était furieux parce que dans ce parc au bord d'un petit lac, il fallait soi-disant tenir les chiens en laisse et surtout il fallait ramasser leurs crottes pour les mettre dans un petit sac en plastique. Il y avait des distributeurs. Mais il m'a dit, vu la taille du mien, il n'y a pratiquement rien à ramasser. Il ajoute, en fait, la plupart des animaux sauvages, comme les canards, les cygnes, les mouettes, les corbeaux, les renards, les daims ici, parce qu'il y en a beaucoup, viennent faire des crottes qui sont 2 fois plus grosses que celles de mon chien, mais vous aurez toujours des rouspéteurs qui vous dénonceront aux gardiens pour n'avoir pas ramassé. En plus, il me dit, ça ne se passe même pas sur le chemin, c'est gros comme une olive et c'est dans l'herbe. Et c'est là qu'il me dit qu'il a eu envie de m'écrire pour me suggérer ce sujet, et je m'apprêtais à lui répondre que c'était un peu mince comme sujet, mais il m'a dit non, non, ce que je veux dire, c'est que toutes ces règles sont faites en vérité pour domestiquer les gens et pour faire en sorte qu'ils se contrôlent les uns les autres en menaçant de se dénoncer les uns les autres aux gardiens du parc. Et là, il m'a intéressé davantage, parce que je suis assez convaincu de ce qu'il dit. Par exemple, il me dit, regardez, il y avait un panneau chien en laisse, alors que c'était un endroit bourré de terrains de sport et d'aires de jeu. Il me dit, quand vous voulez envoyer une balle ou un frisbee à votre chien, ou un bâton, c'est pas tellement commode de le tenir en laisse, vous êtes bien d'accord. Et je ne vous parle pas de ceux qui font du vélo avec le leur. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'une frange très étroite de la population de chiens et de propriétaires, ceux qui ont des bulles terriers, des pitbulls, vous savez, ces chiens qui écoutent du rap et qui généralement viennent ici en voiture, eh bien ces 3% imposent leurs règles, les règles aux gens comme nous, qui sommes la grande majorité. Et c'est là que son discours est devenu très poétique, très sensible, parce qu'il est parti de cette histoire de crotte de chien pour dériver sur l'incroyable résistance de la nature et du règne sauvage aux pratiques et aux règles de la civilisation, surtout quant à les banlieusardes. Il m'a dit, il y a une sorte de pendant à la France périphérique humaine, c'est la France périphérique animale, mais elle est symétrique. Les animaux ici sont isolés en plein tissu urbain, et ça progresse tous les jours. Du côté de Brétigny à Sainte-Geneviève-des-Bois, là-bas, c'est du délire. Ils font des entrepôts qui pourraient recevoir des Airbus par dizaines, alors que l'an passé, c'était encore des champs de blé. C'est l'Europe là qui essaie de nous transformer en hall de gare pour des produits en transit venant de grosses sociétés américaines ou chinoises. Eh ben, il me dit c'est insupportable. Il faut dire que le hasard lui a offert une illustration de choix parce que 2 cygnes, pendant qu'on parlait, sont arrivés en vol du petit lac voisin, à 6 ou 800 mètres. Le lac est situé à 800 mètres environ. Pour relier les 2 lacs, ils devaient survoler un groupe d'immeubles et passer entre des projecteurs de terrain de foot.
Et comme c'était le matin, la circulation était très faible, on entendait très bien grincer les ailes des cygnes comme le gréement d'un bateau. Il m'a dit, mais quand vous pensez que mon petit-fils s'est pris une amende pour avoir fait voler un drone gros comme ça, qui devait peser 200 grammes, et là vous voyez ces mastodontes de 4 kilos qui atterrissent comme des canadaires, on se dit qu'on est tombé sur la tête. Pareil, il y a 2 ans, vous savez, quand le Grand Lac était gelé, me dit-il, il y avait partout des panneaux « Tenez vos chiens en laisse et ne montez pas sur la glace ». Et là, pendant une demi-heure, on a vu traverser un renard qui n'avait pas de laisse et qui marchait sur la glace parce qu'il n'avait pas lu les panneaux. Et l'été, par exemple, me dit-il, mon gendre qui travaille à la mairie dit qu'il y a des gens qui téléphonent pour se plaindre parce que les chevreuils font peur à leurs enfants. Et vous avez vu, le matin, ces milliers de mouettes qui viennent à date fixe sur les mêmes terrains de foot pour manger des vers de terre. Moi, quand je vois tout ça, ça me rassure, me dit-il. Je me dis qu'il y aura toujours des renards, des mouettes, quand les voitures n'auront plus d'essence et les gens plus rien à manger. Sauf, lui dis-je, s'ils se mettent à manger des mouettes. Et là-dessus, il a eu une conclusion amusante, surtout vu son aspect grand, gros, à moustache grise, à rouflaquette, avec une casquette un peu prince de Galles. Il m'a dit « Il y a des jours où je me sens très Brigitte Bardot ». J'ai imaginé la phrase coupée au montage en train de tourner sur Internet. On aurait dit un sketch. Abonnez-vous, merci. L'existence de ce sinistre tribunal de la bien-pensance vient de nous être révélée. Aéropage de journalistes venus des organes de presse hautement inattaquables que sont Libération, Slate, les Inrock ou le Huffington Post, s'était fait une spécialité, via notamment un groupe Facebook privé, de harceler sur les réseaux sociaux les malheureuses victimes de leurs vindictes aléatoires et malsaines. Des femmes, tout particulièrement. Leurs collègues, bien souvent, victimes de blagues salaces, de commentaires désobligeants, d'insultes, de canulars professionnels. Des attaques permanentes, insidieuses, jusqu'à en pleurer, mais en silence. Serait-on sexiste dans la presse de gauche? Allons donc, ces gens-là sont, paraît-il, parfaits. Ils viennent des meilleures écoles de journalisme, toutes de gauche. Ils votent très bien, à gauche. Ils pensent très bien, à gauche. Ils dénoncent évidemment l'extrême droite, le fascisme, le Rassemblement national, les bourgeois. Mais derrière la toile du net, ils se comportent comme le pire de ce qu'ils ont à cœur de dénoncer. Des comportements dignes de ceux qu'ils osent qualifier de beaufs, eux qui le sont à la puissance 10. On ne peut s'en étonner, non bien sûr. Comment peut-on espérer finesse, pudeur, respect de la femme, de la part d'une élite autoproclamée qui a érigé en système social, culturel et politique le fait de bafouer toute valeur morale constamment et avec énergie? Des groupes comme ça, il en existe partout, nous dit-on, peut-être. Mais selon nous, ce n'est pas un hasard si le scandale éclate précisément chez les obsédés de la défense des droits sexuels et autres marottes libertaires. À force de tout piétiner, on perd jusqu'au sens de la plus élémentaire dignité pour les autres, mais aussi pour soi-même. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.